Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Tech Anatomy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis Létinier, directeur médical et cofondateur de Synapse Médecine. Aujourd'hui, on va parler de MedGPT, qui est le nouvel assistant qui a été proposé par Synapse il y a quelques mois, quelques semaines maintenant. On va essayer de décortiquer, de comprendre comment ça marche. Louis, bienvenue dans Tech Anatomy. Bienvenue encore, merci beaucoup. Avant de parler d'intelligence artificielle, je voulais te demander pourquoi avoir créé MedGPT et quel est le besoin que vous avez identifié et auquel ça répond. Alors le besoin, il vient du terrain, tout simplement. Donc chez Synapse, on est 2 médecins parmi les 3 cofondateurs et une ingénieure en IA. Et les médecins, il manque d'une chose, c'est de temps. Tout le monde le sait. C'est le cas pour tous les professionnels de santé. Et à côté de ça, on a des patients de plus en plus compliqués, de plus en plus âgés, avec des comorbidités, de plus en plus de traitements, une explosion de la connaissance médicale, ce qui est une bonne chose en soi, mais on a aujourd'hui des millions de publications par an, des nouveaux traitements, des nouvelles guidelines. Et en fait, quand tu es dans ton cabinet, que tu as ton patient, t'as pas le temps d'aller sur Internet chercher les dernières recos, de lire des articles, etc. Et donc l'idée, c'était de proposer un outil qui, en 1 seconde, permette de répondre de manière fiable et souveraine, on y reviendra, à tout type de questions médicales. Alors justement, vous parlez d'une IA qui est 100% française. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, une IA 100% française, d'abord, ça veut dire qu'on a conscience de l'enjeu que c'est de développer une IA médicale dont on est la main, en tout cas au niveau européen, parce que demain, il faut se rendre compte que toutes les prescriptions, tous les diagnostics vont être assistés par l'IA. Ils ne seront pas faits par l'IA, mais ils seront assistés par l'IA. Et donc, il faut qu'on se pose la question, OK, est-ce qu'on est prêt à ce que nos données partent aux États-Unis ou en Chine et que les algorithmes américains ou chinois prennent ces décisions pour nous? Il faut se poser la question, chacun sa réponse. Nous, on est convaincus que la réponse est non, on n'est pas prêt à ça. Donc, 2 choses. D'abord, en termes de modèle. Donc, nous, on a un partenariat qui est public avec Mistral. On essaie de développer un maximum de modèles LLM avec eux, liés à la santé. Et ensuite, il y a la question de l'hébergement. Donc, on héberge nos données en France sur un hébergeur HDS. Alors justement, tu parles de Mistral, on va rentrer un petit peu dans les couches techniques. Sur quelle source de données, quel modèle ? Est-ce que tu peux nous expliquer simplement comment est conçu MedGPT ? Oui, alors, le principe de MedGPT, c'est une IA médicale. Donc, une IA médicale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle va pas s'appuyer sur toute la connaissance du web, parce que sur le web, il y a de tout. Il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes. On va être sujet à la désinformation, aux fake news, aux publications qui sont récentes et qui font pas l'objet de consensus. Donc, c'est dangereux. En médecine, on a besoin d'une qualité. On est très exigeant sur la qualité de la réponse. Donc, première chose, on va construire une base de connaissances. Ça, c'est la première étape. Donc, ça, c'est des experts médicaux. Chez Synapse, on a une quinzaine de médecins et de pharmaciens. Et on va faire ça en partenariat avec des sociétés savantes, des universités, etc. Une fois qu'on a ce corpus de connaissances médicales, on va construire ce qu'on appelle une base de données vectorielle, donc qui se base sur un vector store, où là, le principe, ça va être de structurer cette information en la pondérant en fonction de patterns, de typologie de questions. Et derrière, on va utiliser des LLM. Alors, il y a plusieurs couches de LLM, je peux rentrer dans le détail pour contrôler, etc. Mais l'idée d'utiliser un LLM sur un vector store, c'est de ne chercher la réponse qu'en fonction des sources qui sont adaptées à la typologie de questions. Donc, un des grands exercices pour MedGPT, c'est de bien comprendre la question, comprendre de quoi on parle, peut-être de médicaments, de pathologie, est-ce qu'on est bien sur une question médicale. S'il ne sait pas, lui dire qu'il ne sait pas ou qu'il n'y a pas de consensus. Donc, c'est une IA, contrairement à une IA générative classique, qui va avoir tout le temps tendance à nous répondre pour nous faire plaisir. Lui, des fois, il va nous dire, bah non, je sais pas trop, la question n'est pas claire, la réponse n'est pas évidente. Donc ça, déjà, c'est une grosse différence. Et la deuxième, quand il répond, il va se baser sur une base de données vectorielle et il va être capable de dire quels sont les éléments scientifiques aujourd'hui qui lui ont permis d'amener cette réponse. Et donc, tu as parlé du fait que vous créez cette base vectorielle. Quel type de données vous mettez dans cette base ? D'où viennent ces informations ? Donc là, c'est vraiment le travail de l'équipe médicale et de nos partenaires experts. Ce qui nous intéresse, c'est de faire une IA qui soit tournée vers la pratique médicale. Donc nous, c'est avant tout des guidelines, au sens large, mais des guidelines. Donc ça va être les recommandations officielles. Donc en France, par exemple, on va prendre la HAS, la CNAM, la NSM. Pour un autre pays, on va prendre l'équivalent, mais de l'autre pays. D'où on voit l'intérêt du vectoriel. Si le médecin est français, on va lui renvoyer la HAS. S'il est allemand, on va éviter de lui renvoyer les recos de la HAS. Voilà, pour expliquer simplement l'idée. Et derrière, on va compléter avec tout type de recommandations. Donc ça va être beaucoup les sociétés savantes. Et puis, ça peut être des publications, etc., mais toujours validées médicalement.
Je vais te parler aussi un petit peu du positionnement, puisqu'il y a d'autres acteurs qui permettent de créer comme ça des assistants pour répondre à des questions médicales. Le leader sur le marché aujourd'hui, c'est OpenEvidence. Certains autres acteurs français ont également lancé leurs propres assistants. Qu'est-ce qui différencie MedGPT et comment vous vous positionnez dans cet écosystème? Tout à fait. Bon, ce qui en soi est une bonne chose en tant qu'entrepreneur. Hein. Si on n'avait pas de concurrence, il faudrait se poser la question de la pertinence du projet. Donc, deux sujets. Aujourd'hui, le concurrent sur les IA médicales, c'est OpenEvidence. D'ailleurs, le concurrent tout court aujourd'hui, c'est ChatGPT. Si on regarde les chiffres, en fait, il y a énormément de soignants qui utilisent ChatGPT, hein, et même en France. Mais c'est OpenEvidence. Donc là, pour nous, la proposition de valeur première, elle est claire. C'est l'aspect souveraineté parce qu'il est majeur. Je veux dire, comme je le disais en introduction. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. En Europe, il nous faut de toute façon une IA médicale souveraine. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, sur les acteurs en France ou en Europe, en effet, il y a des acteurs émergents. Donc les spécificités de Synapse, ça va être quoi? Mais ça va être notre historique. Donc, Synapse, on est une société créée en 2017. À l'origine, on développe des logiciels d'aide à la prescription, donc des dispositifs médicaux classés 2B, qui sont très largement distribués. En France, on équipe un tiers de la médecine de ville, plus de 300 hôpitaux, ce qui fait qu'on a déjà tout le bagage réglementaire. On est ISO 13485, on a le marquage CE avec un registre notifié, etc. Et on a tout ce part d'utilisateurs et cette connaissance métier. Donc, je pense que par rapport à des acteurs plus émergents, notre force, elle va être sur l'expertise médicale, le réseau, et réglementaire, parce que, qu'on se le dise, ce dont on parle aujourd'hui, techniquement, c'est du dispositif médical et il va falloir que tout le monde le devienne. En fait, quand tu as une IA qui t'aide à poser un diagnostic ou à recommander des traitements, c'est forcément un dispositif médical, en fait, si on va au bout de la loi. Donc, tu dis que la différence se fait pas tant sur les choix techniques ou sur comment a été construit le modèle ou sa performance, ce genre de choses. C'est beaucoup plus sur votre capacité à connaître votre marché, à connaître ses contraintes et à vous encadrer dans ce contexte-là. Oui, je pense qu'après, on peut comparer les IA une à une, mais j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce qu'en plus, j'ai un biais forcément et que, voilà, moi, je pense que tout le monde essaie de faire de la meilleure IA possible, j'ai pas de doute là-dessus. Bon, notre approche vectorielle, je suis convaincu que c'est la bonne, mais je suis pas rentré dans le détail de comment fonctionnent les autres. On a une différence par rapport à OpenEvidence. En tout cas, les autres, elles sont plus émergentes, donc il faudra les tester. OpenEvidence, eux, ils ont fait le parti pris de se baser avant tout sur les publications scientifiques, avant les guidelines. Nous, on a fait l'inverse. Et ce qui fait que pour moi, OpenEvidence, c'est un meilleur outil pour la recherche et MedGPT est un meilleur outil pour la pratique quotidienne. Donc après, c'est aussi une question de positionnement. Voilà, nous, c'est vraiment pensé pour aider les professionnels de santé dans la pratique quotidienne. C'est pas pour répondre à la question de recherche. Donc là, c'est vraiment différenciant dans le sens où l'utilisation première n'est même pas forcément exactement la même. Vous avez dit, quand vous avez présenté MedGPT, que ça avait obtenu un score de 80% de bonnes réponses aux ECN 2023, dépassant ChatGPT. Moi, ça m'inspire deux questions. Déjà, comment est-ce qu'on comprend ce chiffre? Parce que c'est vrai que chacun annonce ce chiffre de résultats au score, aux tests médicaux, mais qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Et pourquoi c'est de comparer à ChatGPT plutôt qu'à un outil spécialisé? En effet, nous, on l'a fait passer avant même de le lancer. Hein. C'est-à-dire que c'était pas une étude d'évaluation. On est en train d'en mener une avec plusieurs universités, des experts indépendants. Donc, on aura les résultats dans quelques mois parce que c'est un gros process. Là, c'était vraiment de se dire, avant de mettre entre les mains de soignants une IA qui va les aider à diagnostiquer et à traiter, on va quand même l'évaluer pour être sûr qu'on fait pas n'importe quoi. C'était vraiment cette l'idée. Donc, on a pris les ECN parce que les ECN, c'est français, que ça parcourt quand même toute la médecine. En tant qu'ancien médecin, j'ai des souvenirs de mes ECN, c'est quand même assez large et c'est un examen quand même très exigeant. Et ça a l'avantage d'être assez reproductible. Donc 80%, c'est 80% de réponses complètement exactes. C'est-à-dire pour comprendre, les ECN, les questions, c'est des QCM. Dans un QCM, il y a plusieurs items. Et nous, on a appliqué une notation très dure. C'est-à-dire que si sur un QCM, on avait 4 items sur 5 de juste, on considérait que c'était faux. Voilà, donc c'est 80% de réponses 100% justes. C'est une très très bonne note pour le traduire en termes de résultats. Alors pourquoi l'avoir comparé à ChatGPT? Parce que comme je le disais aujourd'hui, en fait, oui, il y a plein d'acteurs qui arrivent. Oui, OpenEvidence aux États-Unis a l'air assez développé, mais le principal outil utilisé, notamment en Europe, c'est ChatGPT. Aujourd'hui, les médecins, ce qu'ils utilisent, c'est ChatGPT. Donc c'est pour ça qu'on s'est comparé à ChatGPT. Ok, donc plus une question de pragmatisme, de dire sur le marché, notre concurrent principal, ça reste aujourd'hui ChatGPT, donc on va se comparer à ça. Exactement, voilà. Très clair. On va parler à présent plutôt des usages de MedGPT et du marché.
À qui s'adresse MedGPT aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt aux médecins, autres professionnels de santé? Est-ce que vous avez une cible peut-être de early adopter avant d'élargir? Tout à fait. On a une cible de early adopters qui sont les médecins, et je vais revenir dessus après, mais la cible globale, c'est tous les soignants, au sens large. La question qui vient derrière, c'est et pas les patients. Donc j'y réponds d'abord parce qu'elle est fondamentale. Bien sûr qu'il y a un besoin pour les patients. Bien sûr qu'aujourd'hui il y a un usage de ChatGPT par les patients. On le sait, c'est important et on va l'adresser. Mais on va l'adresser différemment parce que les outils dont on parle, ils sont très puissants. Et moi, je pense que c'est dangereux aujourd'hui de dire à des patients d'utiliser un MedGPT qui va leur permettre de s'auto-identifier, de s'auto-traiter. C'est pas le but. Je verrais plutôt une version patient qui soit là plus pour identifier les situations à problème, pour réorienter, etc. Donc ça va prendre du temps, et c'est pour ça qu'on le fait pas aujourd'hui, mais bien sûr qu'il y a un besoin. Donc ensuite, pour les soignants, nous, l'idée, c'est très simple, proposer un outil qui soit adapté à la pratique de tout soignant pour répondre à tout type de questions. Et un outil qui évolue au cours du temps, qui évolue avec les feedbacks de nos utilisateurs. Donc plus on a des utilisateurs variés, plus on va enrichir la base de connaissances, et plus on va être capable de répondre à des besoins un peu spécifiques par métier. Pourquoi commencer par les médecins? Parce que déjà, c'est une profession qui s'est rapidement quand même mise à ChatGPT. C'est une profession qu'on connaît bien puisque, comme je disais, on les a déjà dans nos clients sur nos premières solutions. Et donc, c'était aussi voilà un choix pragmatique de se dire commençons par les clients qu'on connaît le mieux. Mais déjà, on commence. Aujourd'hui, on a 50% de nos utilisateurs qui sont des médecins, 50% qui sont les autres professionnels de santé quand même. Donc, en fait, on touche déjà largement les autres professions. Et est-ce qu'il y a des cas d'usage qui sont plus performants aujourd'hui et au contraire des cas d'usage où vous vous dites ça c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler dans le temps parce que c'est pas encore à la hauteur des attentes? Oui, alors déjà d'un point de vue produit, il faut que ça évolue avec des fonctionnalités, mais sur la fonctionnalité actuelle qui est textuelle, sur la qualité de la réponse médicale, plus la question va être de l'ordre de la médecine générale ou de la connaissance globale, plus on va être bon. Et plus on va rentrer dans des spécificités de spécialités, de niches, et plus on va avoir besoin d'enrichir la base de connaissances avec des sources spécifiques et de l'usage et des retours de ces utilisateurs. Donc on commence à avoir des bases de données sur les maladies rares, sur l'oncologie, et forcément, quand on rentre dans ce niveau de détail, par exemple, on a des questions de chirurgiens sur des voies d'abord, etc. Bon, mais là, il faut vraiment de la documentation spécifique, c'est pas ce qu'on retrouve partout. Voilà, donc je dirais que de manière globale, voilà, plus c'est généraliste et plus on est bon, plus c'est plus spécifique, plus ça prend du temps pour être le meilleur possible. Vous intégrez aussi, j'imagine, des retours de vos utilisateurs, parce que là, ce que tu me décris, ça semble être des choses qu'on vous a partagées. Quel a été l'accueil et qu'est-ce qu'on vous fait comme feedback pour l'instant? Oui, le discours, et on en parlera après sur le business model, j'imagine, c'est que c'est un outil collaboratif. Il est gratuit, il faut s'inscrire, puisque comme il est réservé aux pros de santé, il faut quand même s'inscrire, donner sa spécialité, etc. Mais après, il est gratuit. Donc, la contrepartie, c'est que c'est collaboratif. Donc, nous, on demande à nos utilisateurs de nous faire un maximum de retours, des retours constructifs. Donc, ça peut très bien être nous partager des questions sur lesquelles on n'a pas répondu, des questions sur lesquelles on a trouvé la réponse surprenante, des suggestions de sources. Et donc, en fait, nous, on va travailler de deux manières. D'abord, on va regarder les questions posées. Ça, on apprend énormément. On a déjà des milliers de questions posées tous les jours, donc c'est super riche. Et en fonction des questions posées, on va se dire, tiens, il faut qu'on creuse ce type d'axe, etc. Et ensuite, on va prendre les retours précis des utilisateurs, et notamment sur les sources. Aujourd'hui, on a déjà plus de 150 sources intégrées dans notre base de données. Un certain nombre de sources, elles sont venues de la part de suggestions d'utilisateurs. Il faut vraiment le voir comme un outil collaboratif. On a d'ailleurs créé le Club MedGPT sur Facebook. Donc, tous les soignants peuvent nous rejoindre. Où voilà, l'idée, c'est justement de créer cette communauté. Il y a déjà des centaines de soignants qui sont dessus et on échange et on partage des sources, on challenge, etc. Et justement, parce que tu voulais parler du modèle économique, je saisis cette perche. Quel est le modèle économique aujourd'hui? Pour l'instant, si je dis pas de bêtises, c'est gratuit, tu l'as dit, et c'est limité à un certain nombre de questions par jour. Comment ça a vocation à évoluer? Oui, donc pour l'instant, 2 questions de test quand on va sur le site medgpt.fr. Pas sur l'application mobile, ce n'est pas nous. Oui, je sais, elle est payante. Voilà, c'était en fait il existait avant, donc voilà. Ne m'envoyez pas des mails en disant il raconte n'importe quoi. L'application mobile pour l'instant ce n'est pas nous, on va sans doute en faire une. Donc 2 questions pour tester, ensuite il faut s'inscrire. Quand on s'inscrit, 15 questions par jour. À partir de là, pour l'instant on est en bêta. Est-ce que le modèle va évoluer sur du freemium? Je sais pas, c'est pas certain. Peut-être qu'à terme on se dira oui, il y aura 5-10 questions par jour et puis peut-être des power users pourront
prendre un abonnement premium illimité ou avec des fonctionnalités en temps de plus. C'est possible, mais c'est pas la priorité. Notre priorité, c'est le B2B parce que c'est ce qu'on fait historiquement avec nos autres produits. Nous, aujourd'hui, on a plein d'éditeurs de logiciels qui veulent se moderniser, qui veulent mettre de l'IA générative dans leurs produits et qui donc nous contactent là-dessus. Et puis ensuite, il y a évidemment la question de partenariat, il y a la question de la data qu'on récolte. Alors, je parle de data agrégée, anonymisée, mais nous, aujourd'hui, on a une connaissance incroyablement fine et nouvelle sur les questions que se posent les soignants, sur des traitements, sur des maladies, sur l'évolution, le suivi de patients. Et voilà, ça, on est les seuls aujourd'hui à proposer. Et ces données sont complètement structurées chez nous. Et donc, on est les seuls aujourd'hui à proposer ce type de données qui sont complètement nouvelles et très riches. Voilà, donc, il y a aussi toute une question de valorisation de ces données. Aujourd'hui, c'est une version, si je comprends bien, qui est encore en test. Quelles sont les prochaines étapes? Comment vous imaginez l'évolution de ce produit dans les prochaines années? Alors oui, ça va aller très vite. Ouais, la bêta elle va bientôt se terminer puisque on était notamment, comme je disais, sur l'amélioration des modèles, du vector store, etc. Mais ça va très vite se terminer. Et là, le but après, il va être très clair, c'est d'aller très vite en Europe. Hein. Comme j'ai dit, la vision, c'est souveraineté européenne. Donc, d'un point de vue technologique, il y a aucune difficulté. En revanche, il y a un travail quand même scientifique puisqu'il faut qu'on amène la même qualité de réponse à un médecin allemand, italien que français. On va faire pays par pays du coup, puisqu'à chaque pays, il va vraiment falloir qu'on s'assure d'avoir une base de connaissances de qualité suffisante, mais ça va aller vite. Et puis ensuite, derrière, l'évolution produit, elle va être très liée au retour de nos utilisateurs. Puis ça me permet de pondérer les priorités. Voilà, est-ce que je mets une commande vocale? Est-ce que je prends en photo pour avoir une aide diagnostique sur un sujet de dermato, etc. Donc aujourd'hui, c'est ce travail-là qu'on fait. On recueille tous les besoins, on les priorise. Et rapidement, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Est-ce que tu as une anecdote que tu peux nous raconter depuis le lancement de MedGPT, quelque chose qui t'a fait sourire? Il y avait une anecdote amusante. C'était, je discutais comme ça sur un congrès. Je présentais MedGPT et puis voilà, la personne qui était en face de moi, je lui disais oui, donc voilà, on a créé cette IA générative médicale. Parce que voilà, il faut quelque chose de sûr, de souverain et tout. Et puis en face, on a un peu d'évidence. Il y a Google qui a mis de l'argent dedans, on va se faire bouffer par les Américains et tout. Et le gars me dit ben oui, ça tombe bien, je me suis pas présenté. C'est moi qui gère la stratégie Google en Europe sur la santé. Et là, je fais ok, oubliez ce que j'ai dit. Ne nous mettez pas dans les radars. On fait rien du tout, ça vous intéresse pas. Et donc en effet, on voit que c'est un sujet d'actualité, comme tu l'as dit. Il y a des concurrents qui émergent, il y a les géants américains qui se positionnent, peut-être d'autres pays aussi. Et donc la bataille va être intense, on le sait. Il faut aller vite et il faut faire les choses bien, se développer rapidement. Mais c'est possible de devenir ce leader européen de l'IA générative en santé. Moi, j'y crois et on fait tout pour que ça soit bon. J'ai juste une dernière question que m'a inspiré ta conclusion. Quand l'IA générative est arrivée assez rapidement, j'imagine que vous êtes emparé du sujet et vous avez réfléchi à comment vous allez pouvoir l'intégrer. Est-ce que là, sans trahir de secret, il y a des choses qui vous inspirent, des choses que vous voyez émerger qui seront les tendances de demain et que vous posez la question de les intégrer ou pas? Alors, j'ai plein d'idées, mais je peux pas y répondre parce qu'il faut que je fasse attention. Non, si, comme je l'ai dit, il y a une vraie tendance, c'est l'intérêt des patients pour ces sujets. Et donc moi, c'est ça. Voilà, moi, si je dois me baser à l'évolution de la société en général sur l'IA générative et tout, bien sûr qu'on peut pas mettre de côté les patients. Et je sais qu'on va encore me faire ce retour. Et donc je dis aux gens, on le sait bien. Et je dis aussi aux gens qui nous écoutent. Par contre, en attendant, attention quand vous êtes sur Chat. Ça, c'est peut-être très utile, mais faites attention quand vous allez sur ChatGPT, que vous en servez comme un médecin. Ce n'est pas un médecin, ce n'est qu'une IA. Merci beaucoup, Louis. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode de Tech Anatomy. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.